Matryoshka. Et merci à chacun d'entre vous d'être venu nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde du festival Génération Matryoshka. Je suis particulièrement heureuse qu'on se retrouve là. C'est un petit moment creux et en même temps c'est filmé pour la captation qui sera diffusée à la fois sur Ground Control et à la fois sur la chaîne Matryoshka. Donc merci d'être là. Le temps qu'on va aborder maintenant, c'est la valeur du travail, puisque la question c'est qu'est-ce qui va compter demain ? On identifie les différentes valeurs. La valeur du travail, c'est une vraie question par rapport aux enjeux qui peuvent se poser aux générations futures. Est-ce qu'on gagnera plus à travailler, à faire fructifier ou à vivre ? C'est toute la question. Le marché du travail a radicalement changé, on le sait. La période d'études s'est allongée, la durée de vie aussi. On rentre plus tard sur le marché de l'emploi, on part plus tôt de la maison de ses parents, on sort plus tôt de l'emploi à cause du chômage des plus de 55 ans. Et dans tout ce contexte socio-économique, des jeunes de 20 ans se figurent de nouvelles valeurs, soucieux de la planète, inquiets des enjeux climatiques, et ils veulent défendre la planète, mais ils veulent défendre aussi l'entreprise, pas forcément, sauf si l'entreprise pense à la planète. On va discuter de tout ça. Il y a eu un manifeste en 2018 qui a été signé par 30 000 étudiants en France, déclarant qu'ils ne souhaitaient pas travailler dans une entreprise qui avait un impact négatif sur l'environnement. Et plus récemment, et ailleurs, aux États-Unis, eh bien, une étude montre que 50% des salariés sont prêts à percevoir un salaire moins élevé si l'entreprise est sensible aux enjeux environnementaux. En gros, ça représente un tiers des jeunes qui ont cette fibre-là. Alors, comment est-ce que les choses bougent réellement en ce moment ? Est-ce qu'on est juste dans des mots ou est-ce qu'on est vraiment dans une sorte de mutation de fond ? On va en parler tout de suite. Et pour attendre les attentes et comprendre les différentes tendances, évidemment, dans ce dialogue intergénérationnel qui est central aujourd'hui, eh bien, on va d'abord entendre Camille Dumont de Youth for Climate, qui est le mouvement de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique, et Flora Gebali, qui est fondatrice de Coalition. Merci à vous deux de venir me rejoindre pour poser les enjeux du débat. Bonjour. Je vous en prie, mettez-vous au mieux. Merci à vous deux. Je suis ravie. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Camille Dumont. Donc, vous avez 19 ans, oui. C'est ça ? Oui. Et donc, vous êtes... Est-ce que ça fonctionne ? Redites oui, une fois. Attendez. Oui. Je crois que c'est bon. Ouais, okay. Voilà, c'est oui. Super. Donc, vous vous êtes engagé pour le mouvement Youth for Climate, c'est oui. Ça ? À quel âge vous êtes engagé dans ce mouvement ? Depuis à peu près 2 ans, du coup j'avais 17 ans à peu près. Et pour quelle raison ? Mettez bien le micro contre le menton. Je pense que quand on voit aujourd'hui la situation écologique et climatique, c'est compliqué de faire autre chose. Enfin, moi je vois pas vraiment d'autres thèmes qui aient de l'importance ou du sens pour moi, parce que on n'a pas trop le temps on n'a pas le temps et c'est dramatique, si c'est dramatique, mais je veux dire c'est quelque chose qui va fondamentalement modifier nos modes de vie, et moins on arrive à changer notre manière de faire actuelle, et plus ce sera grave, et plus rapidement ce sera grave aussi. Et donc en fait, quand vous adhérez à Youth for Climate, à l'époque, c'est le moment où il y a la figure de Greta Thunberg qui est aussi particulièrement connue. Comment vous arrivez à ce mouvement-là ? Avant de vraiment rejoindre le mouvement, moi j'ai participé aux différentes marches qu'il y a eu depuis début 2019. Et je suis arrivée un petit peu par hasard. Enfin, c'était pas particulièrement réfléchi. Je me suis pas dit aujourd'hui je vais m'engager pour le climat ou un truc comme ça. C'est plus, je me suis retrouvée sur les réseaux de discussion de Youth for Climate, et j'ai continué. Au fur et à mesure, je me suis plus investie. Et voilà. Et donc là, depuis 2 ans, quand vous posez l'enjeu, c'est-à-dire toute cette inquiétude climatique, environnementale, vous avez fait quoi depuis 2 ans avec ce mouvement ? Quelle est votre mission ? Et en fait,
Quel est l'intérêt de ce que vous portez? Donc, Youth for Climate, c'est un mouvement qui lutte pour la préservation du climat à travers principalement la manifestation, la sensibilisation et la désobéissance civile. Donc, selon ce qu'on se sent capable de faire, le temps qu'on a, etc., on fait un peu des trois. Donc, ça va être à la fois de la communication, de la rédaction de tribunes ou l'organisation concrète de manifestations ou d'actions de désobéissance civile pour dénoncer les crimes climatiques. Et donc vous faites quoi? Par exemple, vous êtes avec un collectif, on vous oriente, il y a des choses, des prédilections, des terrains sur lesquels vous vous engagez particulièrement, ou alors c'est juste une adhérence, quoi qu'il en soit? Moi, je suis un peu sur les différents plans, donc sensibilisation, manifestation et désobéissance civile. Et je suis à la fois dans le groupe local d'Île-de-France. Donc là, par exemple, on organise une manifestation vendredi prochain, donc j'ai participé à l'organisation. Et sinon, ça peut aussi être au niveau national, comme je vous disais, la rédaction de tribunes pour pouvoir porter nos revendications et nos idées de manière plus claire et donner de la visibilité aussi au sujet du climat qui est vraiment sous-traité dans les médias. Alors, par rapport à ce que vous posez là, il y a la question du travail demain. En quoi est-ce qu'il y a une triangulation cohérente dans la réflexion sur aujourd'hui le climat, votre engagement par rapport au climat, et selon vous, le travail qu'on va faire demain? Qu'est-ce que porte Youth for Climate dans le rapport à l'investissement dans la société? Il y a la désobéissance civile, je l'entends, mais est-ce que d'une certaine façon, il y a une façon d'investir les territoires autrement? Comment vous portez? Qu'est-ce que vous portez comme idée? Alors nous, on est un mouvement anticapitaliste et décroissant. Donc tout ce qui est croissance verte, on s'y oppose. Vous n'y croyez pas? Vous êtes pour un modèle sobre? C'est pas juste une question que je n'y crois pas, c'est que c'est impossible. Enfin, on le sait. Aujourd'hui, on sait que 1 euro de PIB français, si on mesure en proportion à toutes les catastrophes que ça va enclencher, ça va coûter plus de 6 euros à l'humanité. Donc en fait, la croissance aujourd'hui, ça se base sur un calcul qui est mensonger. Enfin, c'est la manière dont on la calcule, c'est pour donner l'impression que tout est positif, c'est la croissance, tout ça, mais en fait, on ne prend pas en compte tous les facteurs et toutes les implications que ça a. Donc forcément, ça implique un changement dans notre manière de travailler, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui, en fait, ne respectent pas les besoins auxquels on aurait besoin de répondre pour répondre aux enjeux, ce qu'on aurait besoin de faire pour répondre aux enjeux écologiques. Par exemple, c'est un exemple simple, mais les personnes qui travaillent dans la publicité, en fait, dépenser autant d'argent pour juste pousser à consommer plus en permanence, c'est un travail qui, pour moi, n'a pas de sens et qui engendre... qui continue en fait d'aller dans la surconsommation, la surproduction et nous pousser vers notre perte. Et alors vous, par exemple, vous voyez faire quoi? Vous faites des études de quoi et vous préparez quel genre de métier? Moi, je suis en études de lettres et sciences sociales et j'aimerais plutôt faire de la sociologie, mais en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de me poser cette question parce que là, j'ai 19 ans. Et je sais que dans quelques années, tout est de pire en pire. On a très peu de temps pour répondre en fait, aux problèmes auxquels on fait face. Et donc moi, imaginons que je veuille devenir sociologue. Il faudrait que j'attende combien de temps 2028, 2029. Mais à ce moment-là, en fait, moi, ce qui me semble important de faire, c'est de militer pour faire du militantisme écologiste parce que ce serait insensé en fait de m'enfermer dans un bureau ou de faire quelque chose qui ne corresponde pas alors que ça brûle dehors, c'est ça? Bah oui. C'est ça que vous vous dites, il y a autre chose à faire en attendant? Mais c'est même pas juste qu'il y a autre chose à faire, c'est qu'on va se retrouver face à des problèmes nouveaux qu'on ne sait pas gérer.
et que donc en fait je peux même pas me projeter dans quelque chose de stable alors que je sais pas à quoi on devra faire face. Faire face. Flora Ghevali, merci d'être là. Vous avez écrit ce livre, Ma génération va changer le monde. Ah non, je ne l'ai pas là, mais on va le voir juste derrière. Ma génération va changer le monde, s'engager pour un futur désirable, qui est un super livre d'ailleurs, hyper intéressant, à la fois documenté, construit, et qui permet à la fois de poser certains enjeux qu'on vient d'entendre, mais vous allez revenir là-dessus, et en même temps de voir quels sont aussi les modèles que vous imaginez intéressants de mettre en place pour arriver à quand même construire autre chose autrement. Par rapport à ce que vient de dire Camille, pour qui je rappelle les prénoms à Youth for Climate, tout le monde s'appelle Camille, c'est une façon de ne pas être incarné ou individualisé, donc en fait c'est Camille. Si j'étais à Youth for Climate, je serais Camille aussi, on est d'accord. Enfin, je suis un peu vieille, mais je serais... Voilà, mais c'est pas grave. Flora, vous, par rapport à ce que vient de dire Camille là, qu'est-ce qui vous paraît sonner totalement juste et qu'est-ce que vous-même vous voyez en divergence? Alors moi j'ai 10 ans, presque 10 ans de plus que Camille, donc j'ai 28 ans. Tu en as 19 si j'ai bien compris. Donc je pense qu'on est proche d'un point de vue générationnel, mais on n'est pas non plus exactement... Vous n'êtes pas façonné pareil. On n'est pas exactement façonné pareil. Ce qui fait que moi, au moment où j'ai démarré mes études, donc logiquement 10 ans avant, on était beaucoup moins sensibilisés, beaucoup moins digitalisés. Enfin, on était déjà digitalisés, mais moins que maintenant. Donc, moi, j'étais engagée. J'ai toujours été engagée. J'ai toujours voulu m'engager pour des causes sociales d'abord, environnementales après. Et donc, moi, on m'a dit, le schéma classique pour ton engagement, c'est de faire de la politique ou de travailler dans le public. En fait, on m'a donné une vision vraiment binaire de la société qui est le public qui s'occupe de l'intérêt général ici, le privé qui s'occupe des intérêts particuliers là. Et donc moi je me suis dit oui, c'est sûr que c'est par là que je veux aller. Donc j'ai fait des études de politique, etc. J'ai bossé en politique, j'ai même bossé à l'Élysée. Et en fait, j'ai quand même senti un décalage énorme entre ma réalité et la réalité du pays, puisque je travaillais quand même à l'Élysée, donc c'est quand même un lieu de réalité collective. Et donc, j'ai trouvé que les transitions étaient beaucoup trop lentes, beaucoup trop structurelles. J'avais du mal à... En fait, j'avais le choix entre ou être en décalage avec ma génération pour toujours et accepter les codes d'un ancien monde hyper vertical qui a une façon de voir les choses à laquelle j'adhérais pas pour rester dans ce système-là, ou d'essayer d'être peut-être un pont, de me positionner un peu au milieu de ces revendications que je comprends tout à fait. Et évidemment, quand en fait la transition écologique et sociale, moi je parle plus d'ailleurs de transition écologique et sociale, et le mot désirable dans mon livre il est choisi volontairement parce que je pense qu'il faut vraiment la bataille se gagne dans les récits positifs. Et quand on entend Camille, on entend une réalité totale, mais c'est pas positif. Mais en même temps, on ne peut pas demander à des gens conscients du drame et de l'urgence de, en plus, être positifs et être gentils. Et on rentre dans une forme aussi de croissance verte. D'accord. Juste une remarque. Est-ce que positif, ça veut dire être gentil? Vous écrivez, si la génération Y est celle de la quête de sens, la génération Z est celle du passage à l'action. Quand on passe à l'action, comme le fait Camille ou d'autres jeunes qu'on reçoit ici ou qu'on voit de ci, de là et qui sont nombreux à s'engager, d'une certaine façon, c'est quelque chose de positif, l'action. Ça veut dire qu'il y a de la reconstruction. Est-ce que, du coup, c'est pas quelque chose de plus positif, ce qu'ils sont en train de faire, sauf que Camille a l'air quand même assez désespérée? Non, bien sûr que l'action est positive, et c'est l'action qui donne du sens quand il n'y a plus de sens et qu'on se met à agir. Voilà. Moi, après, j'ai la conviction que si on n'embarque pas tout le monde dans cette transition, et notamment l'économie, le politique, les organisations internationales, on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, on l'a vu quand il a fallu nous confiner pendant 3 mois, c'est le politique qui l'a décidé et c'est l'économique qui a suivi, et ça a à peu près marché. Enfin, on sait quand même tous. Moi, je suis restée chez moi pendant 3 mois et j'ai fait des attestations pour sortir. Donc, on s'est quand même contraint. Donc, oui, évidemment qu'il faut que chacun trouve sa place dans la transition écologique. Moi, j'adhère à tout ce que Camille dit et à tout ce que Youth for Climate dit, notamment le fait que la croissance, c'est pas soutenable. Après, je pense pas.
et c'est peut-être là notre point de différence, qu'on doit systématiquement opposer la décroissance à la croissance. Je crois qu'entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de chemins, de possibilités, et que évidemment, c'est pas forcément binaire. Il y a au milieu différentes options. Mais évidemment, la croissance actuellement, c'est pas soutenable et c'est pas possible. Et effectivement, 2020-2030, c'est la décennie de la bascule, et on n'est qu'en 2022, mais j'ai pas bon espoir sur notre capacité à changer dans les 8 ans qui nous restent. Vous n'avez pas l'impression que les consciences sont en train de s'éveiller, les yeux en train de s'ouvrir, et qu'il y a de ci, de là, que ce soit sur le plan juridique, on va revenir sur les entreprises, puisque c'est quand même le sujet de notre échange, c'est sur le travail, mais que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit, on va en parler d'ailleurs juste après avec Jean-Claude Trichet, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même des petits curseurs qui sont en train de bouger, et que donc, ça veut dire que le mouvement s'engage, ou c'est trop lent ? Alors, je pense qu'on a enfin, on peut le dire, gagné la bataille scientifique et culturelle. Et donc, je pense que c'est déjà une sacrée victoire, parce que souvenez-vous du mot climato-sceptique qu'on employait il y a encore pas longtemps. Ouais. Là, je pense que c'est à peu près unanime. Et effectivement, le secteur de la finance, au premier chef, parce que au premier chef du pouvoir, hein, de tout, a compris. Après, quand on regarde les données de combien sont investis dans le green et existe-t-il une finance verte, aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 30%. Ça reste des discussions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en 2022 et en 1972, donc il y a 50 ans, un rapport qui s'appelle le rapport Meadows sortait et nous disait déjà tout ce qu'on vient de comprendre. Donc on a mis 50 ans à comprendre. Moi, je considère que la bataille culturelle, elle est gagnée. Donc on peut dire ça, voilà, on a mis 50 ans. D'ailleurs, parfois, j'ai de la solidarité pour les pauvres militants dans les années 70 qui vous appellent. Je sais pas. J'ai de la solidarité pour les militants qui parlaient tout seuls de tout ça dans les années 70, parce que c'est grâce à eux et à tous ceux qui ont suivi jusqu'à Camille qu'on a réussi ça. Voilà, si maintenant il nous faut 50 ans pour passer à l'action, bah, ça ne sera pas possible scientifiquement. Ce sera trop tard. D'autres glissements de terrain ont eu lieu, et là on revient sur le terrain de l'entreprise, et ça vous en parlez dans votre livre, et c'est assez intéressant. Comment faire évoluer l'entreprise ? Vous dites qu'il y a commencé à y avoir quelques petits mouvements déjà en cours depuis 30 ans. 1992, la loi fiscale évolue déjà. Oui, alors la loi fiscale, c'est sur la philanthropie, qui est aussi un des sujets de transition écologique et sociale, puisque c'est le début des investissements non-profit, enfin qui sont pas là pour ça. Le problème, c'est que effectivement, ça, c'est pour raison fiscale. À l'époque, c'est pas pour conduire la transition écologique que ça se passe. Et en fait, le problème, c'est que ça a eu un double effet. Un effet positif qui est que ça a permis de transférer des fonds non négligeables dans de l'aide humanitaire, des actions sociales et même des mouvements écologiques, puisqu'aujourd'hui, les fondations d'entreprises financent beaucoup de projets écologiques. Mais il y a un effet qui n'est pas forcément bénéfique, qui est que ça a permis de garder vraiment à la marge du business de l'entreprise ces sujets-là. Et donc, on l'a vu dans la plupart des grandes entreprises françaises, l'action philanthropique, c'est vraiment l'ancien DRH, avant de partir à la retraite, on lui a dit, tiens, mets-toi là, c'est super, tu vas... d'ailleurs... C'est comme le post-innovation pendant longtemps, et puis à un moment, on a pris conscience de ce exactement. que c'était. Et donc aujourd'hui, l'enjeu dans les entreprises, c'est vraiment de faire fusionner ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, où il y a de l'expertise, la philanthropie, où il y a de l'argent, et les directions stratégiques et financières, où il y a du pouvoir et de la vision, quoi. C'est vraiment l'enjeu. Et depuis 2019, est-ce que vous, au travers de la loi Pacte, vous voyez une accélération dans les prises de conscience ? Alors, donc, la loi Pacte, peut-être rapidement, c'est une loi qui permet aux entreprises... Déjà, c'est une loi qui définit l'entreprise comme objet juridique. Figurez-vous que dans le Code civil napoléonien, il y avait un vide juridique sur ce qu'est une entreprise. C'est quand même fou. Voilà, donc ça définit l'entreprise et ça permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être. Pourquoi cette entreprise existe ? Et donc, ainsi, de devenir une entreprise à mission. Ça pose un cadre juridique qui est essentiel parce que, comme je l'ai dit, moi je crois qu'on change les choses dans le système, et donc notre système c'est un état de droit à date, et j'espère
encore longtemps. Et donc effectivement, ça change juridiquement et c'est très important. Le problème, c'est que il y a les entreprises qui se sont vraiment questionnées dans le fond, et il y a maintenant ce qu'on appelle la mission washing. Donc vous connaissez ce terme de washing. D'abord, c'était le greenwashing, donc c'est faire passer quelque chose pour vert alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, c'est en fait le nouveau. Donc c'est encore les agences de pub. Désolé pour eux parce que c'est la deuxième fois qu'on les tacle. Mais c'est encore les agences de pub qui disent aux entreprises on va vous trouver une raison d'être, ça va être formidable. Et une marque d'alcool bien connue, pour ne pas les citer, par exemple, a annoncé sa raison d'être récemment. Et sa raison d'être, c'est créer des moments de convivialité. Moi, je veux bien, mais c'est super. Hein, moi, j'adore des moments de convivialité alcoolisés, j'adore. Mais ça ne fait pas avancer la transition écologique et sociale. Donc, ça s'appelle un slogan. Donc, moi, je veux bien, mais les slogans, ça existe depuis un moment. Et voilà. Donc, en fait, c'est toujours un pas en... Enfin, non, un pas en avant, deux pas en arrière, ce serait trop radical pour répondre. C'est fondamental de faire avancer le cadre juridique, mais il faut bien avoir conscience de tout ce qu'il y a autour d'un point de vue comme société de consommation dont parlait Camille. Par rapport à tout ce que dit Flora, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir, ou pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans cet univers-là et limite, vous trouvez que c'est hors sol par rapport au sujet que vous défendez, vous ? Y a plusieurs choses qui me dérangent. Après, c'est compliqué de me rappeler exactement de tout. Mais sur le fait de délivrer un message positif, moi, j'aimerais bien pouvoir dire que j'ai plein d'espoir et que tout va super bien se passer, etc. Mais le fait est que là, on se dirige vers un réchauffement de 2 degrés très rapidement, et que 2 degrés, c'est sur l'ensemble de la surface du globe, sachant qu'au niveau des océans, l'air est plus frais. Donc en fait, sur nos zones habitables, ça va être un réchauffement environ 7-8 degrés dans les décennies qui arrivent. Et dans ce contexte-là, en fait, ça va engendrer des migrations extrêmes forcées, parce que juste les territoires seront inhabitables. Donc, en fait, dans ce contexte-là, je ne vois pas comment je pourrais dire tout va bien, on va fonder une start-up qui va sauver le monde. Enfin, clairement, ce n'est pas le cas. Et je pense que vouloir espérer en fait, que les entreprises vont par elles-mêmes se contraindre et accepter d'arrêter de faire du profit comme c'est le cas actuellement, c'est juste illusoire, parce qu'en fait, la RSE, ce sont les entreprises qui décident en fait, de comment elles vont faire semblant d'être écolo. Mais un des problèmes, c'est que pour rester dans les engagements de l'accord de Paris, qui demande donc d'être en moyenne 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par personne et par an, et actuellement en France on est à peu près 11 tonnes, si on veut pouvoir passer sous ces 2 tonnes, on ne peut pas en fait, laisser cette responsabilité-là aux entreprises. On est obligé d'avoir une planification économique au niveau de l'État. Et donc, je ne pense pas qu'en fait, on puisse faire confiance à ça et espérer qu'avec un transitionnisme qui se fasse au niveau législatif ou même culturel, parce qu'on a beau dire, tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique, d'accord, mais en fait, on ne sait pas à quel point on a des connaissances là-dessus. C'est-à-dire que il y a sans doute même des enfants de 5-6 ans qui savent qu'il y a le réchauffement climatique, qui connaissent même peut-être l'effet d'albédo, etc. Mais sauf que qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce qu'on doit faire, ça, les connaissances sont beaucoup moins bien réparties. Donc quand on fait un sondage où on nous dit 80% des personnes reconnaissent l'urgence climatique ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'urgence climatique? Est-ce que ça veut dire que je vais proposer la croissance verte? Est-ce que ça veut dire que je suis pour la RSE? Est-ce que ça veut dire que demain je vais faire de la désobéissance civile parce que en fait j'ai super peur et que ce qui se passe est grave et qu'on a besoin de changer urgemment? Je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas en tout cas compter sur les entreprises pour avoir un changement de système qui nous permette de rester sous les 2 degrés. Bon, et vous pensez qu'on peut compter sur quoi? Sur rien? C'est ça, moi, si je pensais que tout était perdu, je ne militerais pas. D'accord. Donc, je pense vraiment qu'avec une réglementation étatique et une planification, on peut en tout cas limiter les dégâts, parce que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà enclenchées. On est déjà à un réchauffement de plus de 1 degré aujourd'hui et on en voit déjà les effets.
Donc non, je pense pas que tout soit perdu, mais par contre, je pense pas que ce soit avec de l'ultralibéralisme ou je sais pas quoi qu'on puisse s'en sortir au mieux. On va parler de ces évolutions de modèles, de changement de société, et puisque le festival Génération Matrioshka a pour intention de créer ce dialogue intergénérationnel, de croiser les regards pour essayer de regarder l'avenir ensemble, de projeter ensemble. Je vous demande si vous voulez bien de venir nous rejoindre. Jean-Claude Trichet, merci beaucoup. Vous êtes ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci. Si vous voulez vous décaler, viens ici. Flora, viens ici. Et Jean-Claude, si vous voyez comme ça, ce sera... Voilà. Vous avez un micro ? Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de venir échanger avec ces jeunes femmes et avec cette salle. Pour qui veut prendre aussi la parole, c'est avec grand plaisir. Jean-Claude Trichet, peut-être une première réaction à ce que vous avez entendu. Volontiers. Ces deux jeunes femmes qui sont deux générations de jeunes femmes, mais de générations différentes. Ils insistent, qui sont de deux générations différentes, qui ont un même avenir qu'elles scrutent, et en même temps de façon d'y croire différemment. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça suscite pour vous? D'abord, merci de m'avoir invité. Ensuite, évidemment, je suis nettement plus âgé. Pour le coup, votre dialogue de génération est réellement assez impressionnant. On tient nos promesses. Assez impressionnant. Je me revois à 19 ans militant, parce que j'étais aussi très, très militant. Mais en gros, si vous voulez, je réagis à ce que j'ai entendu. Je suis d'accord avec Camille sur le point. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave sur le plan du dérèglement climatique. Ceci est incontestable. Je crois qu'elle est un peu trop pessimiste quand elle pense que rien n'a été fait, parce que là, je suis plutôt du côté de Flora. On a eu l'accord de Paris, et il faut bien voir que le problème se pose au niveau de la planète entière, naturellement. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par Camille, et pas simplement de notre pays, ou même de l'Europe, ou même de l'ensemble de notre continent, ou de plusieurs continents. C'est vraiment un problème mondial. L'accord de Paris, c'est une réunion mondiale avec des résultats mondiaux. La France, d'ailleurs, a présidé la réunion, et je crois qu'il faut reconnaître que ça a été quand même un grand pas en avant. En effet, il n'y a plus eu de climato-sceptiques. Après l'accord de Paris, me semble-t-il, le consensus mondial était parfaitement clair. Alors, on peut naturellement se dire, et je crois que c'est ce que se disent et Camille et Flora, pour autant, on ne fait pas tout ce qui avait été dit dans l'accord de Paris. Il y a des pays qui se laissent aller, peut-être même nous, à certains égards. Ça a été en effet souligné. Je note simplement en passant, vous allez me dire que je suis trop complaisant à l'égard de notre pays, mais que, sauf erreur de ma part, nous devons émettre par tête d'habitant chaque année presque 2 fois moins que les Allemands. Et là, j'en profite pour dire, je ne sais pas si on sera en accord là-dessus, que c'est grâce au nucléaire que nous émettons beaucoup moins de CO2, donc que nous contribuons, nous-mêmes Français, beaucoup moins au dérèglement planétaire que d'autres pays. Vous apportez un autre sujet polémique, ce n'était pas prévu dans cette discussion. Ben non, mais enfin, pourquoi pas, hein. Pourquoi? Je crois que d'ailleurs, le consensus est en train de changer dans ce domaine. On va voir ce qu'il en sera, mais c'est incontestable que là, on a quand même un vrai sujet. On ne peut pas être de manière parfaitement légitime totalement contre les émissions de gaz à effet de serre et ne pas reconnaître qu'il y a des technologies différentes de ce point de vue-là, et que si on bloque complètement la production d'énergie électronucléaire, on est obligé alors d'avoir recours, comme c'est le cas d'autres pays tout près de nous, à des énergies fossiles avec tous les inconvénients que ça présente. J'en profite pour vous dire que je suis, par ma propre expérience, un peu plus optimiste, même peut-être que Flora, qui m'a l'air quand même d'être solidement optimiste, mais il me semble, si vous voulez, qu'on va continuer à faire des progrès technologiques. La fusion nucléaire est probablement pour ce siècle. On raisonne à l'échelle du siècle, là. Hein, il s'agit
en principe, de faire en sorte de ne pas dépasser. Vous faites sourire, Camille. Alors, je ne sais pas si c'est sur la fusion nucléaire ou si c'est l'échelle du siècle, oui. mais non, mais Camille est à l'échelle du siècle, naturellement. Elle veut. Elle parlait à l'échelle des 10 ans, des 20 ans. Oui, non, mais il y a une transition. Mais ce n'est pas simplement pour régler le problème des 10 ans ou des 20 ans. C'est pour régler le problème, je dirais, pour tous nos successeurs, de toutes les générations qui vont succéder dans ce vaisseau spatial qu'est notre planète. Notre planète est un vaisseau spatial qu'il faut protéger. Donc, je dis simplement que je suis un peu plus optimiste. Je pense que peut-être, je le souhaite ardemment en tout cas, que tous les progrès technologiques, scientifiques et technologiques qui ont été faits au cours des 100 dernières années, qui sont incroyables et que j'ai vécu moi-même, j'ai vu, si vous voulez, il y a des instruments qui sonnent sans arrêt. C'était des objets de science-fiction quand j'avais l'âge de Camille. C'était impensable de faire des choses pareilles. Donc je me dis, on va faire d'autres progrès. Il y a des axes, des dimensions technologiques comme le carbone capture, le fait de capturer le carbone, qu'on ne sait pas encore faire sérieusement et sur lequel on va probablement faire des progrès. Ce que j'entends au travers de ce que vous dites là, Jean-Claude Trichet, pour rebondir sur ce que disait Flora tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur les différents modèles de société dont on parle, ou même lorsque Camille disait « je ne crois pas en la croissance verte oui. », en réalité, on a deux sortes de modèles de société qui peuvent s'offrir à nous. Il y a une société de sobriété décroissante, et puis un autre modèle de société qui est celui qui serait plus pro-techno, où finalement on mise sur le progrès et on mise sur l'évolution technologique. On va en parler aussi sur l'évolution, je sais pas, du biomimétisme ou différentes choses, pour continuer à porter une croissance plus responsable. C'est de ça dont vous parlez ? Je voulais simplement donner une idée de la dimension de changement sur les 80 ans qui nous restent avant la fin du siècle. Et il y a beaucoup d'autres domaines que je pourrais décliner, en particulier, bien entendu aussi, le stockage de l'énergie. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas stockables facilement. Donc quand on aura fait des progrès, on va les faire, des progrès importants dans le stockage de l'énergie, alors beaucoup de choses que Camille et Flora souhaitent pourraient être faites beaucoup plus facilement. Sur le concept fondamental, je suis pour la sobriété énergétique croissante, évidemment, parce que nos concitoyens souhaitent, je n'entends que ça, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Bon, ça veut dire quand même que leur niveau de vie ne leur paraît pas suffisant au moment où nous parlons, toutes choses égales d'ailleurs, et tous pris ensemble. Naturellement, ils ne sont pas tous pareils, nos concitoyens, mais enfin, le message que nous entendons ne me paraît pas être un message de décroissance. Ceci dit, d'accord avec Camille, la croissance, il faut savoir la mesurer convenablement. On est en démocratie, ce sont nos concitoyens qui disent ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant du niveau de vie ou un revenu aussi important que celui qu'ils peuvent souhaiter. Donc, moi, le mot de décroissance ne me plaît pas du tout. Je crois que c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'on haïsse l'écologie, finalement. Si l'écologie est assimilée à la décroissance, on la tue, l'écologie. Donc il faut faire en sorte que l'on puisse avoir, en effet, une croissance ultra sobre sur le plan énergétique. Et vous vouliez réagir, Flora Gebali ? C'est vraiment formidable de réunir les générations, parce que moi, ce que j'observe, c'est que chaque génération a ses mots-clés. Donc à ma gauche, on entend le progrès technologique et le nucléaire en 3 phrases, mais je comprends, c'est vraiment les mots-clés de la génération. Est-ce que ça a fonctionné ? Je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer un bilan qui est négatif de toute cette action. Et la COP21... En quoi le bilan est-il négatif, Flora ? Parce qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de la transition écologique, c'est de créer des conditions de résilience. C'est qu'en fait, le plus de degrés, il est déjà acté. Donc la question, c'est comment on va s'adapter à des nouveaux modes de vie. Donc on va voir si le progrès technologique nous sauve. Ça reste quand même assez hypothétique. Voilà. Toutefois, je nuance mon propos. Je nuance mon propos parce qu'il y a aussi les mots-clés de notre génération que quand on navigue dans les mouvements militants notamment, on entend beaucoup l'éco-anxiété, la décroissance et en fait, effectivement, Camille disait tout à l'heure par exemple, moi je ne crois pas au juridique pour sauver le monde, mais je crois à la planification écologique. J'ai pas dit que je croyais pas au juridique, j'ai dit que transitionnisme législatif, j'étais pas favorable.
Par exemple, via la RSE ou ce genre de choses. D'accord. Bon, en tout cas, je pense que voilà. J'ai conscience que la planification, c'est jeune. C'est juste ça. Autre, si vous le permettez, autre Bien élément qui est, me semble-t-il, très important. Je parlais de l'accord de Paris. Lors de la dernière COP26 à Glasgow, on a créé une nouvelle institution, un nouveau conseil international qui est censé donner les normes mondiales pour précisément ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Et ça, c'est entièrement nouveau. Il y a encore un an, je ne pensais pas, moi, j'ai été associé à ça, puisque j'étais dans un conseil qui a conseillé pour créer ce conseil international. Je ne pensais pas que c'était possible il y a un an. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir aussi rapidement, et à l'occasion de la COP26, un consensus international pour créer ce nouveau conseil, dont le président, accessoirement, est français, Emmanuel Faber. Et donc, je le note, je ne dis pas du tout que ça va régler tous les problèmes, mais je veux dire que pour l'ensemble des normes ESG, on va avoir des normes mondiales et que cela doit nous permettre normalement d'avancer dans le bon sens. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer dans le bon sens. Moi, je suis moins critique à l'égard du passé parce que les sociétés humaines, elles n'ont pas cessé de faire des progrès, elles n'ont pas cessé de réaliser qu'elles étaient totalement insuffisantes dans tel ou tel domaine. Néanmoins, au total, elles nous ont permis de faire beaucoup de choses, franchement. Je suis là, aussi vivant que possible et actif que possible. Il y a 2 siècles, ça n'aurait probablement pas été le cas, parce que la durée de vie était beaucoup plus brève. Donc je note ça en passant, si vous voulez. C'est vrai, on va revenir d'ailleurs sur ce sujet du progrès et l'envers de la médaille. Sur le passé, tout à l'heure. Il faut être ultra pessimiste sur la lenteur de la prise de conscience actuelle. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. Et bon, alors peut-être suis-je un peu plus optimiste pour l'avenir moi-même. En effet, j'ai eu aussi une formation d'ingénieur au départ, pas simplement de financier, et donc ça me conduit peut-être à ne pas négliger les progrès que nous allons encore faire, scientifiques et technologiques. Jean-Claude Trichet, si on parle de l'évolution du capitalisme depuis 300 ans, parce que là on a parlé de la question environnementale, mais il y a aussi le modèle capitaliste qui doit changer évidemment pour arriver à répondre aux enjeux et se reprogrammer, on va dire. En 300 ans de capitalisme, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui a énormément évolué. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise, je me souviens qu'on répétait sans cesse « il faut repenser le capitalisme ». On disait les mots, mais on ne comprenait pas vraiment ce qu'on disait. On ne voyait pas du tout comment on pouvait décloisonner nos imaginaires. Et on va revenir sur ce sujet-là après. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la finance, qui régit le monde tel qu'il est aujourd'hui, est en train de déplacer des curseurs? Et concrètement, de quoi est-ce qu'on peut parler qui fait qu'on voit que ça va pouvoir peut-être bouger un petit peu et un peu rapidement si la finance s'y met? Un mot simplement pour dire que je fais remonter le capitalisme, entre guillemets, beaucoup plus loin en arrière. Braudel nous a bien montré que le capitalisme commercial avait démarré bien avant la révolution industrielle, avec Venise, Gênes, etc. Et même dans les temps encore beaucoup plus anciens, quand vous êtes à Palmyre ou à Petra, en Jordanie et en Syrie, vous voyez la New York du temps et vous savez qu'il y avait un commerce est-ouest avec des capitalistes qui finançaient les caravanes. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est quelque chose de quasi structurel. Ce que j'observe, si vous voulez, c'est que quand on est à Londres ou à Paris aujourd'hui, on n'est pas dans le monde de David Copperfield ou dans un monde, disons, du 19e siècle avec très cruel à l'égard des ouvriers, des employés d'une manière générale. Donc les choses bougent. Ça dépend où on est dans le monde. Il faut qu'elles bougent encore Londres, plus vite. à Paris. Et lorsqu'il y a consensus mondial pour fixer des normes ESG, c'est donc que le monde entier considère qu'il faut en effet que l'économie de marché change. Je dirais plutôt l'économie de marché d'une manière générale, parce que vous avez un capitalisme de l'Ouest, un capitalisme chinois, un capitalisme russe. Bon, tout ça est très compliqué. Mais tous doivent changer et tous, me semble-t-il, doivent prendre en compte complètement, en effet, le fait qu'il n'y a pas que les actionnaires, qu'il n'y a pas que la rémunération des actionnaires. Ça fait quand même assez longtemps que les Européens disent il y a les stakeholders. Les stakeholders, ce sont bien entendu les actionnaires, mais aussi
bien entendu les employés et bien entendu aussi les clients et la société tout entière. C'est ça, le stakeholding, si je puis dire. Tous ceux qui ont un intérêt à ce que l'entreprise prenne en compte l'ensemble des données. Aux États-Unis, c'est tout récent. La reconnaissance du fait qu'il n'y a pas que la rémunération des capitalistes, elle est en train de se faire. Moi, je la date des, disons, 5 ou 10 dernières années, d'une manière claire. Et ça a été formidablement accéléré dans la période la plus récente. Donc oui, bien sûr, le capitalisme, l'économie de marché, qui, dans mon esprit et dans mon observation, n'a pas cessé vraiment de changer, doit changer radicalement en ce moment et est en train de changer radicalement. Voilà. Alors là, vous allez me dire, vous êtes très optimiste, décidément. Flora, dites ce que vous pensez par rapport à la réaction que vous pouvez avoir par rapport au mouvement que voit Jean-Claude Trichet par rapport justement... Moi, je suis désolée, je ne veux pas du tout rentrer dans le combat intergénérationnel, mais, dialogue ensemble. Mais cette génération, évidemment pas vous nommément, bien sûr que non, mais c'est une génération qui a cru à tout ça. Et aujourd'hui, on en voit l'échec. Donc, en fait, la première chose à dire, c'est est-ce qu'on peut ouvrir l'incarnation, la représentation ? Vous parlez d'économie, vous êtes spécialiste de la question. Aujourd'hui, dans le débat politique et médiatique, il y a moins de 1% de femmes qui s'expriment sur l'économie. Est-ce que s'il y avait 30-50% de femmes, on aurait les mêmes discours ? Première question. Deuxième question, vous nous dites qu'à Paris et à Londres, il fait bon vivre dans une usine. C'est vrai, heureusement. Enfin, c'est vrai, bon vivre. Est-ce qu'on vit dans des conditions dignes ? Oui. Oui, ça se discute. On est ouvrier, après c'est moins agréable peut-être quand on voit, certains métiers, mais c'est décent. Non, mais on vit dans des conditions décentes légalement. Quand on voit le mouvement MeToo, il y a combien de femmes qui vivaient dans des conditions indécentes ? Quand on voit le mouvement MeToo, quand on voit ce que c'est aujourd'hui la discrimination à l'embauche quand on a un nom qui a une consonance étrangère. Donc déjà, même à Paris et à Londres, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais ensuite, j'ai dit que c'était pas comme du temps de David Copperfield. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Ensuite, pas de problème. Dernière question. Est-ce que vous avez un smartphone ? J'imagine que oui. En tout cas, moi j'en ai un. Est-ce que vous savez qu'il a été fait dans des conditions où il y a potentiellement des enfants qui sont morts dans des mines et qu'il ait un impact environnemental qui est dramatique ? Aujourd'hui, quand on veut vivre dans le système, je pense qu'on a besoin d'avoir un smartphone, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, on est en contradiction totale avec les idéaux qu'on prône quand on veut la transition écologique et sociale. C'est un état de fait. Aujourd'hui, être écolo et vouloir une transition sociale et un monde digne et juste, c'est vivre en contradiction avec le système dans lequel on vit. Donc si vous voulez nous expliquer que ce n'est pas le cas, allez-y. Maintenant, les conséquences chiffrées de l'action de votre génération, et encore une fois, évidemment, je jette la pierre à personne nommément, parce qu'on le voit, les ingénieurs qui ont créé le concept même de déforestation, eux, ils avaient en tête qu'ils allaient nourrir l'humanité tout entière. Donc ils avaient un but qui était hyper noble. Hyper vertueux. Et évidemment que notre génération fera tout autant d'erreurs. C'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui comment on change pour être plus efficace et passer de la parole de la COP21, dont vous parliez, aux actes. D'accord. Alors, les actes. Je suis de cette génération qui est cause de tous nos ennuis. Mais j'ai en effet présidé un petit groupe qui a fait énormément, disons, de lobbying pour arriver à avoir un consensus mondial, pour avoir ce Conseil international des normes ESG présidé par Emmanuel Faber. Vous voyez que même des croulants comme moi savent se mobiliser pour aller dans le sens que vous souhaitez. Et donc, je ne crois pas que ce soit un problème intergénérationnel, fondamentalement. On est tous dans le même sac. Accessoirement, d'ailleurs, on a des familles. Et donc, il va de soi qu'on ne peut pas ne pas intégrer l'ensemble des préoccupations. Donc, je crois qu'on est d'accord sur presque tout, y compris un certain militantisme. Camille, puisque vous êtes d'accord aussi ? Non. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point je peux remonter dans la discussion. Mais, faisons-la avancer. Oui, mais on va dire que sur la question des technologies, en tout cas, ce qui me semble pas possible, c'est que en fait, là, on a une échéance qui est donc à moins de la décennie, parce que en fait, on s'approche de points de bascule importants, notamment par exemple pour l'Amazonie à cause de la déforestation, parce qu'en fait,
On sait que, je crois, si on déforeste 20% de l'Amazonie, en fait, le cycle de l'écosystème est mis en danger. Donc, en fait, on risque de perdre l'ensemble de la forêt. Et là, on est déjà à 18% de déforestation, sachant qu'on déforeste à peu près 1% par an. Donc, voilà, il resterait environ 2 ans avant le point de bascule pour l'Amazonie. Pareil pour l'Arctique, en gros, c'est déjà perdu. Ce genre de choses, en fait, on ne peut pas penser à l'échelle du siècle. Alors, bien sûr que notre objectif, c'est d'assurer un avenir décent pour toutes les générations à venir. Mais sauf que ça, on n'a pas 50 ans pour le faire. Et on sait que les innovations technologiques, elles mettent du temps à arriver. Et qu'en plus, elles demandent de l'énergie. Et ça, on n'a ni la capacité de consommer toute cette énergie, ni tout le temps qu'il nous faudrait pour trouver des solutions. Pour ce qui est d'enfermer du carbone, on parle quand même d'isoler des toutes petites particules qui sont... c'est des parties par million, il n'y en a pas beaucoup. C'est techniquement quelque chose qui semble quand même illusoire. Et donc non, je ne pense pas à l'échelle du siècle. Et justement, avoir cet horizon 2100, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à nous enfermer dans du déni par rapport à la crise écologique. Et après, nucléaire, pas nucléaire, le fait est que même si on émet peut-être moins que l'Allemagne, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais dans l'absolu, de respecter l'accord de Paris. Donc, là, je parle de l'accord de Paris, mais on pourrait bien sûr être encore en dessous, même si ça serait, encore une fois, des choses auxquelles il faut renoncer. Mais s'il s'agit d'être sous les 2 tonnes, peut-être que les Allemands sont à 18 tonnes, ou je ne connais plus les valeurs exactes, mais en France, on est quand même à 11 tonnes. Et 11 tonnes, c'est quand même beaucoup plus que 2 tonnes. Et ça, c'est pas en construisant des centrales nucléaires partout qu'on peut descendre en dessous des 2 tonnes. C'est en baissant nos niveaux de vie et en acceptant que, par exemple, c'est plus possible de prendre de l'avion, de manger de la viande à tous les repas, de faire de la finance et de gagner 100 000 € par mois, ce genre de choses. Vous avez du courage, hein, et je vous admire pour dire en baissant le niveau de vie. Parce que c'est tellement impopulaire de dire baisser le niveau de vie que j'ai peur, comme je l'ai déjà dit, que vous ruiniez un peu votre force de conviction. Et je pense que Flora est d'accord avec moi pour penser que... Elle n'avait pas l'air, quand vous l'avez dit, là, je l'ai vu, elle n'avait pas l'air d'accord. Moi, je l'ai entendu dire ça. Mais je pense que, évidemment, on est tous d'accord sur le constat. Qui ici n'est pas d'accord avec le fait qu'on a envie que l'humanité ait des futurs désirables? On est tous d'accord là-dessus. La question, c'est quand le pouvoir politique, quand il y a eu une pandémie mondiale qui, pour moi, est vraiment l'apéro des crises climatiques, c'est vraiment rien par rapport à ce qui nous attend, on a été capable de confiner les gens. Est-ce qu'on avait envie d'être confiné? Quand j'ai appris que j'allais être confiné, j'avais pas envie. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, en fait, aujourd'hui, là où Camille a raison, c'est que tout le monde doit se battre à son niveau. Effectivement, créer des normes ESG communes, créer des communs, c'est fondamental. Encore que, on voit bien l'ancien pouvoir, l'ancien monde qui aime édicter des règles, édicter des normes, qui derrière ne sont pas appliquées, que ce soit dans la gouvernance des entreprises ou dans la gouvernance étatique. L'accord de Paris, c'est une réussite symbolique, mais ce n'est pas une réussite statistique. C'est une réussite culturelle pour le coup. Ça va sur le même débat culturel. Ce n'est pas une réussite statistique. Donc aujourd'hui, le seul enjeu qui doit nous mobiliser collectivement, c'est comment on passe des paroles aux actes. Et pour cela, vous l'avez très bien dit, dans ESG, il y a l'écologie, le social et la gouvernance. Et pour moi, en fait, l'enjeu, c'est GSE. C'est l'inverse. C'est comment on recrée des modèles de gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale n'existe pas, hein, c'est pas un scoop, on le voit bien d'ailleurs en ce moment... malheureusement par rapport à l'Ukraine, c'est comment on crée des systèmes de gouvernance, et ça, on ne les créera jamais de manière verticale, ça ne marchera pas. On le voit bien, puisque les États n'accepteront jamais d'être soumis à une puissance supérieure. C'était le pari de l'ONU. Là, il s'agit des entreprises, des financiers, de l'ensemble, disons, du système décentralisé de l'économie de marché ou des économies de marché. Alors, si on rentre un petit peu plus peut-être dans quelques détails, on va dire concrets, pour voir comment on arrive à faire bouger le curseur très rapidement, et on se concentre sur la finance. Par exemple, ces philosophies du Great Reset.
qui sont en train d'émerger. On voit par exemple au Venezuela qui veut sauver son économie grâce à la crypto-monnaie. Est-ce que la crypto-monnaie, est-ce que la finance qui serait moins spéculative et plus proche de l'économie réelle grâce, entre autres, au blockchain, c'est quelque chose qui vous paraît être un déplacement de curseur, de changement de modèle radical qui peut avoir un effet ou pas sur l'évolution de la société dans laquelle on est? C'est une formidable question, tellement complexe, si vous voulez, que vous allez me pardonner un instant d'explication. Le Venezuela n'est vraiment pas un modèle. Je le dis en passant, il a affamé sa population, donc c'est un vrai sujet. 2, le blockchain est une formidable percée technologique. Je parlais moi-même de technologie, c'est un fait. Formidable percée technologique qui permet d'avoir des systèmes de transactions complètement déconcentrés, décentralisés. 3, les cryptocurrencies, donc les monnaies cryptiques qui utilisent le blockchain comme le bitcoin, ce sont à mes yeux de vrais scandales. De vrais scandales parce que leur philosophie est « je suis invisible, je cache tout ce que je fais, si je suis un brigand, si je suis dans le crime organisé, si je suis un financeur du terrorisme, je peux le faire via le bitcoin ». Je ne comprends même pas rétrospectivement comment on a pu laisser fleurir et prospérer des systèmes de ce genre. En plus, ce n'est pas du tout une monnaie, c'est un actif, disons, spéculatif qui monte vertigineusement, qui descend de manière tragique, donc qui est complètement spéculatif. Donc je mets ça de côté. Comme vous le voyez, je suis très critique. Sur le Bitcoin particulièrement, parce qu'en plus, du point de vue écologique, il consomme une énergie absolument insensée. Il y a des fermes d'ordinateurs qui sont utilisés pour assurer, si vous voulez, les transactions en question. Donc ça ne va pas du tout. Alors, il y en a d'autres qui sont moins consommatrices d'énergie et qui, à mes yeux, sont elles aussi pas du tout des monnaies, mais des entités spéculatives. Et puis, alors, vous avez des monnaies utilisant ces technologies, donc des crypto-monnaies, comment dirais-je, ancrées sur de vraies monnaies, sur les monnaies qui sont réellement émises par la Banque centrale européenne, la Fédérale Réserve. Et là, alors, vous êtes dans un univers différent où c'est une vraie monnaie parce qu'elle a les 3 caractéristiques, si je puis dire, qu'Aristote donnait à la monnaie, y compris le fait de conserver la valeur, parce qu'il y a des gardiens de cette monnaie qui sont les banques centrales qui émettent la monnaie sous-jacente. Et là, alors, il faut voir, les banques centrales se lancent hardiment, la chinoise la première, et avec une énergie tout à fait extraordinaire, dans l'émission directe de crypto renminbi. Et on peut imaginer qu'on ait des crypto-euros très vite. Alors, c'est un bouleversement complet qui change complètement le business model des banques, qui change la relation entre les personnes physiques et leur banque centrale. Pour le moment, c'est uniquement les billets. Là, ça sera les billets plus, alors que toutes les cartes de crédit, tous les systèmes digitaux qu'on a maintenant passent par l'intermédiaire des banques, passent par l'intermédiaire de tiers. Donc, vous voyez, on va vers un bouleversement très important. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire le lien que vous faisiez implicitement, Sandra, avec une nouvelle organisation sociale, un rapprochement d'une économie réelle, autre chose. Non, on reste sur, sur les banques centrales. D'accord. Je ne sens pas trop. Alors, autre chose pour voir dans quelle mesure les choses bougent et les bouleversements s'opèrent, mais pour accompagner justement les enjeux qui sont quand même centraux, vitaux pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Est-ce que, par exemple, ce qui se perd aujourd'hui au sein des banques centrales, on va parler par exemple de la Banque de France, est-ce que, par exemple, les critères de cotation pour accompagner l'évolution de l'entreprise pour qu'elle soit plus en phase avec nos enjeux ici décrits, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer et, selon vous, assez rapidement pour que les entreprises aient des actions plus vertueuses en faveur de la planète? Je ne veux pas parler pour le compte de François Villeroy de Galhau, hein, c'est lui qui est aux commandes de la Banque de France. La Banque centrale européenne elle-même et la Banque de France a été, je crois, extrêmement active au sein du système européen de banque centrale pour faire en sorte que la donnée écologique, la donnée environnementale soit prise en compte.
Je crois que c'est le cas en Europe. Christine Lagarde en a parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, à ma connaissance. Ça a été le cas en Angleterre, avec Mark Carney, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui est devenu un militant de la cause écologique et auprès de l'ONU et qui fait un très très bon boulot. L'idée de départ, c'était effectivement de dire ceux qui ne sont pas sensibles, les entreprises qui ne sont pas sensibles aux problèmes écologiques, font prendre des risques à elles-mêmes et à tout le monde. Et donc nous devons, dans notre analyse des risques, tenir compte de leur respect convenable de la norme E. C'était au départ la norme E qui dominait complètement. Et je crois que c'est un raisonnement impeccable. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas à la Banque de France, mais je pense qu'effectivement, la Banque de France, compte tenu du fait qu'elle est en pointe dans ce domaine et qu'elle est même animatrice et secrétaire générale d'un groupement de banques centrales qui sont actives, militantes pour faire internaliser, comme on dit dans le jargon, l'écologie dans leurs actions, je pense que oui, je pense que les critères qu'utilise la Banque de France dans son rating doivent intégrer de plus en plus ces données. Évidemment, on part de pas grand-chose hier, hein. C'est clair, c'est clair. On est précisément dans ces domaines où les choses doivent aller très très vite. Flora, qu'est-ce que vous voyez justement sur l'évolution de la finance qui vous paraît aller dans le bon sens, même si on entend bien le rythme qui n'est pas celui qu'on attend? Qu'est-ce que vous percevez d'intéressant ou pas sur les signaux qui sont aujourd'hui en cours? Alors moi, j'ai pas d'expertise technique en finance. J'ai une vision peut-être plus politique des choses. J'ai le souvenir d'un candidat qui avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Et à l'époque, il y a 10 ans, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Certains pensaient que les riches étaient l'ennemi. D'autres se sentaient menacés sur leur capacité libérale à s'enrichir et s'épanouir financièrement. Je crois que ça nommait déjà l'opacité d'un système qui n'est pas à notre main. Et dans cette même vision politique, l'économie, la définition étymologique de l'économie, c'est l'organisation de la maison, l'organisation du foyer. C'est ça en fait, hein, l'économie. Ça devrait être à peu près accessible à tous, dans le sens où si chacun réussit à organiser son foyer, on devrait aussi comprendre comment on organise les strates au-dessus. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça et il y a une expertise technique qui est nécessaire, mais je crois que bien sûr, il y a une mutation qui est profonde. Tout le monde a le mot ESG à la bouche, le mot finance verte à la bouche. Plus personne n'est culturellement indifférent. Mais j'en reviens à mon point central qui est est-ce que les indicateurs permettent réellement de changer les financements? On a vu par exemple l'exemple des banques qui sont les unes après les autres sorties des financements sales, comme on dit, donc financements fossiles, etc. Et aujourd'hui, il y a des organismes indépendants qui screenent les investissements et qui voient que c'est partiellement vrai, c'est faux. Donc, enfin, c'est partiellement vrai, partiellement faux. Donc, ok, ça avance. Encore une fois, moi, je suis vraiment positionnée entre deux réalités que je comprends. Mais non, l'urgence. Enfin, je me tourne vers Camille sur l'urgence. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'y aller à coups d'indicateurs, même si pour le coup je me place de l'autre côté sur non, la révolution écologique décroissante demain, elle ferait des millions de morts, elle serait pas non plus vertueuse. Enfin, il faut pas non plus oublier. Enfin, le but c'est pas d'avoir une planète dans laquelle on a envie de vivre en 2100, mais dans laquelle on n'a pas envie de vivre en 2020. Donc il faut aussi remettre, quand je vous dis ce truc de GSE, il faut aussi remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, on n'est déjà pas dans un... Enfin, je pense que c'est là que le politique, l'économique, le militantisme se rencontrent et que chacun a un rôle à jouer. Un petit mot pour conclure, peut-être Jean-Claude Trichet. En quoi un mouvement de la finance pourrait être radical pour répondre aux attentes des générations qui viennent, de nos enfants, de nos petits-enfants, de ce qui vous paraît aujourd'hui crucial aussi, tout en sachant de ce qui est possible ou pas possible? Je crois qu'il faut faire un effort gigantesque pour faire ce qu'on dit et ne pas dire ce qu'on ne fait pas. Et effectivement, c'est un danger permanent. C'est vrai que le greenwashing, ça a été à un moment absolument une caricature.
Donc il faut absolument qu'on puisse effectivement faire respecter les critères ESG, GSE. J'aime assez votre inversion, c'est intéressant. Je reprends une étymologie que vous avez donnée, qui est parfaitement exacte, l'économie. Ça me permet de placer ce que je dis souvent, ce que j'ai dit souvent dans toutes mes fonctions successives. Il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne. C'est une bonne recette pour un ménage. C'est aussi une bonne recette pour la planète. Et l'une des difficultés de la planète, c'est qu'elle a dépensé plus qu'elle ne gagnait, c'est-à-dire qu'elle a utilisé son capital, son capital amazonien, son capital de ressources non renouvelables. Et donc là il y a une nécessité de la soutenabilité à long terme qui est quelque chose d'absolument fondamental et qui me paraît vrai en économie, bien entendu en finance, et qui est vrai aux yeux de tous ceux qui pensent, à juste titre, me semble-t-il, qu'il faut faire quelque chose et se dépenser beaucoup pour cela. Mais moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste au total, parce que j'ai vu les choses bouger sous mes yeux, et grâce en particulier à la militance des jeunes, et même des très très jeunes. Vous voulez rajouter un mot? Merci Jean-Claude Trichet. C'est pas la planète qui a épuisé ses ressources, c'est des personnes. Et principalement dans les pays riches. Et les premières personnes qui subissent les conséquences des changements climatiques, elles ne sont pas dans les pays riches, c'est dans d'autres régions, notamment l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, des régions d'Amérique du Sud, l'Australie, même si l'Australie c'est sur les régions plutôt autochtones, etc. Et en fait, moi je ne vois pas pourquoi je ferais confiance à des personnes qui sont dans la finance pour résoudre les problèmes écologiques, alors que si aujourd'hui on regarde quelles sont les professions les plus représentées dans les personnes, parmi les personnes les plus riches du monde, c'est la finance qui est la plus représentée. Et en fait, ces personnes-là sont celles qui ont le moins intérêt à ce que ça change, parce que comme je disais tout à l'heure, on a besoin de baisser nos niveaux de vie. Donc quelqu'un qui aujourd'hui émet du carbone comme 100 fois une personne qui respecte, qui est sous les 2 tonnes de CO2 par an. En fait, pourquoi est-ce qu'elle renoncerait à ses privilèges du jour au lendemain? Pourquoi est-ce qu'elle dirait qu'on va tout changer? Donc, je ne vois pas concrètement pourquoi je croirais en ça. Et sur la question de si demain on fait une révolution écologique, en fait, il va y avoir plein de morts. Si on ne la fait pas, il y en aura sans doute encore plus. En fait, moi, je ne suis pas là pour dire que tout est horrible et que je pense que tout le monde doit arrêter de vivre, etc. Loin de là, je veux juste qu'on respecte les droits humains, en fait, et qu'on puisse les respecter aussi dans le temps, parce que certes, aujourd'hui, en France, je trouve ça un peu questionnable, mais on essaie, on va dire, de maintenir les droits humains, mais dans les faits, on ne peut pas penser juste à l'échelle nationale. Pardon, je me mélange peut-être un peu dans mes phrases, parce qu'il y a des phrases que je dis pas. La cohérence. Mais tout à l'heure, vous disiez, on est dans une démocratie, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, donc il faut aussi qu'on respecte leur volonté. Mais quelle est la légitimité des Français à dire qu'on peut ne pas respecter les droits humains de personnes qui vivent sur d'autres territoires pour nous assurer un niveau de vie riche et confortable? Je trouve ça, je pense pas que ce soit ça, en fait. On doit, en tant que démocratie, si on veut vraiment respecter ces valeurs-là, on doit respecter les droits humains, et de toutes et tous, pas juste des personnes qui sont sur le territoire, et en continuant cette logique qui contribue au changement climatique. Je vous redonne la parole un instant, Jean-Claude Trichet, juste pour vous dire le mot de la fin, et ensuite on va passer à d'autres intervenants. D'abord, je suis ému par ce que Camille a dit. C'est vrai. C'est vrai que nos démocraties des grands pays avancés sont égoïstes. Et donc vous combattez l'égoïsme malheureusement, des grandes démocraties des pays avancés. Nous sommes nous-mêmes, avec les Américains et les Anglais, parmi les plus égoïstes entre nous, parce que nous avons un déficit de la balance des paiements courants en régime normal,
ce qui veut dire qu'on ne dépense plus qu'on ne gagne. Donc on demande au reste du monde de nous financer. Les Américains demandent au reste du monde de les financer massivement, les Anglais aussi, nous aussi. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est une des manières de décliner ce que Camille nous disait. Donc je dis ça au passage. Pour le reste, j'ai été fasciné par notre conversation, Sandra. Merci. Et je remercie beaucoup celles qui se sont exprimées très très bien, je dois dire, très très bien. Merci en tous les cas de vous être prêtés à cet exercice du dialogue intergénérationnel sur tout ce qui nous préoccupe. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet. Merci à vous. Mesdemoiselles, je veux bien que vous restiez parce qu'on va recevoir maintenant, on va continuer à parler de l'entreprise et d'une différente façon. Comment l'entreprise s'adapte au monde de demain. Vous allez pouvoir aussi interagir maintenant avec Fabrice Bonifay, mais aussi Daniel Kaplan qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Matrioshka. Alors Fabrice Bonifay, vous êtes président du Collège des directeurs du développement durable. C'est le C3D, c'est ça l'acronyme, directeur du développement durable et QSE qui est qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Vous êtes administrateur de The Shift Project et cofondateur du blog sur l'entreprise contributive. Et Daniel Kaplan, merci à vous d'être là. Vous êtes chercheur et entrepreneur, penseur et un acteur du numérique et de son développement économique et social. Vous avez cofondé à l'époque et dirigé la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, et vous avez récemment créé le réseau Université de la Pluralité pour lequel vous nous aidez sur différents sujets, mais là on va rester sur le sujet de l'entreprise, à décloisonner, à essayer d'ouvrir nos imaginaires pour sortir de nos modèles. Alors je me tourne vers vous pour commencer, Fabrice Bonifay. Merci aussi de vous prêter à l'exercice à la fois de présenter l'action que vous menez au sein des entreprises, mais aussi à l'exercice de ce dialogue avec les enjeux qui sont ceux des générations nouvelles face à ce défi réel environnemental. Vous êtes impliqué dans tous les engagements des entreprises en faveur de la transition écologique. Peut-être une réaction par rapport à la radicalité des propos portés par Camille, que vous avez entendu puisque vous étiez là dans la salle, et par rapport à ce que vous menez au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut s'entendre ? D'abord, je suis d'accord à 250% avec ce qu'a dit la dame. Et je pense même qu'elle est en dessous de la vérité encore. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Et enfin, il y a plusieurs façons d'agir. On peut manifester tous les vendredis, comme Greta, et elle a sacré courage de le faire. Et puis ensuite, on peut essayer aussi d'agir dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, en essayant de faire évoluer les mentalités. Mais de toute façon, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, soit on le subit, soit on le choisit. Mais il n'y a même plus de choix entre croissance et décroissance, en fait. Il n'y a plus de choix. Donc alors, on a dépassé depuis belle lurette déjà les limites planétaires. Et plus le temps va passer, plus la demande sera supérieure à l'offre. Donc on est dans la descente de la courbe de Gauss sur les ressources fossiles. Et quand on sait que 83% de l'énergie finale consommée sur la planète est d'origine fossile, eh bien, et que le PIB est directement corrélé à notre capacité à brûler du fossile, bon, il va falloir qu'on invente autre chose. Qu'on invente un nouveau modèle de société basé sur une prospérité sans croissance de flux physiques carbonés. Voilà. Donc ça, c'est pas une question, c'est pas un dogme politique, c'est pas... non, c'est une réalité physique. C'est de la physique. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, comment... posé, voilà, comment vous faites-vous, par exemple, parce que... Mais déjà, mais pourquoi je me suis permis de rappeler ça, parce que ici vous êtes tous convaincus, c'est que... C'est pas sûr, hein, parce que pour le coup, c'est un public large, donc c'est pas sûr que tout le monde soit convaincu. Mais le premier frein, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le premier frein à l'action, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce postulat-là. Parce qu'il y en a encore qui pensent que la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'est possible. Il y en a qui pensent que la croissance verte, c'est possible. Il y en a qui pensent que le découplage absolu est possible. Et c'est impossible physiquement. Et il faut 30 secondes pour raconter une connerie sur ces sujets. Il faut du temps pour expliquer que ce n'était pas une connerie. Donc, c'est important de... Comme toutes les fake news. Comment ? Comme toutes les fake news. Parce qu'on a parlé de ça dans la précédente table. Donc, l'ignorance, c'est le premier frein à l'action. Quand on prend le temps d'expliquer ça à quel moment, et chez Bouygues, on fait des fresques du climat, on fait venir Jean Covici, voilà,
une fois qu'on a compris, on se dit, bon, merde, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et alors, vous changez les modèles? Voilà, donc après, c'est pour faire simple. Parce que donc il y a ce travail de culture dont parlait Flora aussi, voilà, le combat culturel qui est globalement plutôt gagné, on va dire, c'est-à-dire que globalement... Non, mais tout le monde est pour l'écologie, mais tout le monde est pour le progrès écologique et tout le monde est contre le changement. Donc ça ne va pas le faire. Alors comment donc, vous faites-vous? Voilà, il faut rendre le futur désirable et on n'a plus beaucoup de temps. Hein. C'est moins de 6 ans avant des premiers basculements importants. Il y a déjà beaucoup de stigmates quand même de notre mode de fonctionnement complètement hors sol. Donc si on veut continuer de payer les salaires, parce qu'il s'agit de ça en fait, hein, si on veut ne pas renoncer à un certain niveau de confort matériel, il faut qu'on mette en place une économie de la sobriété. C'est ça, sobriété, de frugalité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc comment on arrive à maintenir ce niveau en gaspillant moins et en mettant en place des modèles économiques qui sont viables pour les entreprises. C'est mon job toute la journée. Et donc, on a établi une méthode qui s'appelle l'entreprise contributive, parce qu'il y a déjà des entreprises qui raisonnent comme ça. Pas beaucoup, hein. Il y en a quelques centaines dans le monde. Mais on s'est inspiré de ces entreprises pour mettre en place un modèle, une méthode qui nous permet de passer d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire basé sur la fonctionnalité. Et on le fait aussi chez Bouygues. Alors concrètement, un exemple. Chez Bouygues, ça paraît impossible de se dire qu'on arrive à bouger les choses. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Comment on le fait? Le modèle constructif... Ça représente juste qu'on comprenne... Vous m'entendez pas? Si. Ah bon, parce que le modèle chez Bouygues, ça représente à peu près combien de collaborateurs? Ça représente combien d'activités? Voilà, juste pour qu'on sache de quel mouvement... Mais Bouygues, c'est une grande entreprise avec un capitalisme familial. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile, je ne sais pas. C'est 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans plus de 100 pays, c'est 5 activités distinctes, hein, de la construction, les infrastructures, l'immobilier, les télécoms et les médias. Donc c'est ça le groupe Bouygues. Et donc on travaille donc, sur des nouveaux modèles qui sont aujourd'hui tout petits dans la nébuleuse du groupe Bouygues. Mais les grandes marches commencent par un premier pas, même s'il va falloir qu'on accélère la cadence. Donc dans les équipes RSE du groupe, on va voir les opérationnels. Puis on leur dit, voilà, on parle des limites planétaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande des plans d'affaires à des entreprises, ils parlent du marché. La main invisible du marché. Le marché a toujours raison. Comme si, finalement, quelles que soient les ressources dont on a besoin pour un business, elles étaient disponibles. Ben non, ces ressources ne sont plus disponibles. Et d'ailleurs, même si elles le sont encore pour certaines, il faut les laisser là où elles sont, notamment les ressources fossiles. Donc, comment on arrive à faire de la prospérité avec moins de ressources? Donc, on change tout. Donc, je vais vous donner un exemple. D'accord. Voilà. Donc, dans le modèle linéaire de la construction, c'est comme dans les autres industries, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, je construis, j'utilise mon ouvrage et tôt ou tard, il est démoli. C'est ça le modèle constructif qui existe dans 99% des pays dans le monde. Alors, on s'est dit, on a rassemblé il y a 6 ans une cinquantaine d'ingénieurs. Puis on leur a dit, mais comment on fait un bâtiment net zéro, mais vraiment net zéro, pas une fake news, hein, vraiment net zéro. Puis on s'est dit, de toute façon, si on veut que ce soit vraiment net zéro, il faut que les matériaux durent forever, donc design forever. Donc il faut que ce soit démontable. Il faut que les matériaux, en fin d'une première vie, on puisse les réutiliser dans une deuxième vie, mais sans les recycler, en les réemployant. Comme les briques de Lego, quand on était petit, on pouvait faire tout un tas de choses avec les mêmes briques. Puis on s'est dit, donc faisons des bâtiments banques de matériaux. Et donc, on va pouvoir vendre l'ouvrage indépendamment des matériaux qui le constituent. Et ça, c'est très important parce que 80% de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer les éléments constitutifs du bâtiment et les équipements. Ça, premier levier. Deuxième levier, très important, l'intensité d'usage. Ici, on est dans un bâtiment qui reflète vraiment ça. Les bâtiments, que ce soit des écoles, les sièges sociaux, et tout un tas d'autres bâtiments sont utilisés, tenez-vous bien, entre 15 et 25% du temps. C'est un non-sens absolu. Donc, ce qu'on propose maintenant à certains de nos clients, on leur dit, voilà, quand vous êtes là, ben vous avez bien sûr la jouissance de votre infrastructure. Mais quand vous n'êtes pas là, le soir, la nuit, les jours fériés, eh bien, acceptez que le dehors rentre dedans. Et on va vous garantir que, bien sûr, quand vous aurez de nouveau besoin de certains de ces espaces, eh bien, ils seront disponibles pour vous. Donc, on va faire transpirer l'asset. On va intensifier l'usage. Et si on intensifie l'usage, l'effet collatéral, c'est qu'on a besoin de moins construire. Ben, ça tombe bien,
parce qu'il faut qu'on construise moins si on veut respecter l'accord de Paris. Et donc ce que l'on ne gagnera plus en construction, on le gagnera en exploitation. Mais l'exploitation, c'est plus immatériel, c'est moins carboné. Et on va aller vers une économie qui est plus inclusive, parce qu'on va permettre à des gens qui n'ont pas accès à des infrastructures et accéder vraiment. Troisième levier, les bâtiments, et c'est nous qui l'avons inventé il y a 11 ans, vont devenir à énergie positive. Le photovoltaïque, aujourd'hui, ça coûte plus très cher. Même si c'est polluant en fabrication, si on le laisse suffisamment longtemps, on rembourse la dette carbone de fabrication. Donc aujourd'hui, on sait faire, depuis 2011, des bâtiments qui produisent plus que ce qu'ils consomment. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut généraliser ça le plus possible. Mais ça, par exemple, on le sait depuis 2011. Oui. J'entends. C'est juste pour répondre à cette urgence du temps que vous-même vous posiez en disant dans 6 ans, ce sera trop tard. Oui. On le sait depuis 2011, donc ça fait 11 ans. On le sait depuis 1972. Ah bah, nous, on fait des bâtiments dépose depuis 2011. La question, c'est l'échelle, mine de rien, entre les initiatives, les différentes innovations et l'application de tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à dupliquer les modèles de façon à ce que... Attendez, une entreprise ne peut pas tout faire. Nous, hélas, on apporte... Nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions. Ouais. Il nous faut de la régulation forte. On n'a pas de régulation forte. Il faut que cette régulation s'applique à tout le monde, parce que sinon il y a distorsion de concurrence. Et le développement durable restera avec une certaine forme de concurrence, quoi qu'on fasse. Et donc nous, ce qu'on appelle, c'est certainement pas une ESG avec du reporting extra-financier. Ça c'est bullshit, je vous le dis tout de suite, ça fait des années que je fais ça, ça sert à rien. Ce qu'il nous faut, c'est la comptabilité multicapitale. Comptabilité multicapitale. Il y a 3 capitaux à maintenir en vie si on veut rester en vie dans une entreprise et dans un pays. Outre l'humain, c'est d'abord, avant tout, le capital naturel. Le capital naturel, parce qu'on ne fera pas de social si, sur une planète étuve, on ne fera pas de social sur une planète invivable avec de la chaleur humide qui va arriver très rapidement dans certaines contrées. Donc, il faut absolument abaisser le plus vite possible de 6% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il va falloir qu'on revoie notablement notre niveau de vie, et surtout nous, car c'est 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas les Sénégalais qui doivent revoir leur mode de vie, c'est nous. C'est nous. Avant toute chose, c'est nous. Donc, on doit mettre en place ce système comptable le plus vite possible. On utilise un système comptable depuis le XVe siècle qui ne maintient que le capital financier. C'est ça le péché originel. Alors que le business, tenez-vous bien, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs. S'il n'y a plus de matières premières, s'il y a moins d'énergie, il y a moins de business. C'est automatique, c'est mécanique. Ce n'est pas nous qui bossons, ce sont des machines qui sont alimentées avec de l'énergie. S'il y a moins d'énergie, il y a moins de richesse créée. Donc si on veut véritablement créer la richesse sans carbone, il faut aller vers des modèles d'ultra-sobriété. Et l'ultra-sobriété, ça ne peut être que la fonctionnalité et la circularité. Pour ensuite mettre en place des systèmes comptables qui imposent aux acteurs économiques de maintenir au coût de maintien le système naturel. J'utilise un arbre, je paye pour qu'un arbre soit planté et soit protégé pendant 40 ans. Si les entreprises payaient véritablement la dette écologique, elles feraient des profits beaucoup plus raisonnables. Et ça, on en est où de ça, justement? Mais moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Je pousse à ça, j'ai écrit un livre. Il avait un rapport avec la dette écologique. Ce que je veux dire qu'il n'y a pas de miracle. Chacun doit faire sa part. On est tous des colibris ici. Ouais. Et moi, j'ai écrit un livre avec Céline Puffard-Dizhuili. Je suis dans une grande entreprise et je tiens exactement le même discours partout. Et on essaye de convaincre les acteurs économiques, les politiques, mais aussi les influenceurs, les décideurs, qu'un nouveau modèle est possible, et ce n'est pas le retour au Moyen-Âge, et ce n'est pas les Amish, et ce n'est pas les privations, et ce n'est pas tout ça, non. Moi, je viens de la qualité. 5 à 25% du chiffre d'affaires des entreprises, c'est de la non-qualité et de la surqualité. Commençons déjà par réduire les gaspillages. Mettons en place des méthodes d'amélioration continue efficaces. Et rendons désirable cette sobriété, cette prospérité sans carbone. C'est possible. Mais ça, j'ai déjà beaucoup parlé. Je pourrais vous parler de comment on peut rendre désirable ça. Alors, on va revenir sur la question du désirable. Peut-être vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre de M. Bonifay. Je ne vois pas trop comment on pourrait parler de profit. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais tout à l'heure, je disais qu'1 euro de PIB français en coûte plus de 6 à l'humanité. En fait, si les entreprises payaient vraiment leur dette écologique, elles ne feraient pas de profit, elles devraient payer pour produire.
c'est pas la notion de profit, elle disparaît dans ce contexte-là. Donc je comprends pas trop comment est-ce qu'on peut concilier le fait qu'il y a une urgence à laquelle il faut répondre par une réduction drastique des émissions et continuer à dire que les activités de Bouygues sont légitimes dans leur entièreté. Et est-ce qu'en fait on peut vraiment penser que l'activité de Bouygues est nécessaire et bonne pour notre société et qu'elle peut nous aider à réduire les émissions? Je pense pas, et je pense pas qu'on puisse parler de profit dans ce contexte-là. Enfin, si on prend en compte les désastres engendrés, alors on doit abandonner le profit entièrement. Ouais. Bon, alors, il y a le rêve et puis il y a un principe de réalité. Ça veut dire que ce dont parle, quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Une entreprise qui gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui disparaît. Donc c'est sûr que pour le meilleur bilan, oui. le meilleur bilan carbone qui existe, c'est si t'es pas mort, avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort, t'as pas d'empreinte. Ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, bon déjà c'est compliqué notre histoire. Donc après, c'est normal qu'à son âge on soit radical. Si on l'est pas à son âge, on le sera jamais. Mais après, il y a des principes de réalité qui imposent que dans cette marche dont je parlais tout à l'heure, on peut passer du pire au moins pire, au mieux et au meilleur. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il faut avoir conscience un petit peu de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire et ce que l'on peut dire. Et moi, je pense qu'on peut rentrer, c'est ce qu'on écrit dans le livre avec Céline, dans l'ère des profits raisonnables. Et le fait de maintenir le capital naturel, forcément, ça va induire des investissements de la part des entreprises qu'elles ne font pas aujourd'hui, parce que polluer n'est pas pris en compte dans le compte de résultat. Plus vous polluez, plus vous gagnez d'argent aujourd'hui. C'est quand même un comble. Donc, ça me paraît nécessaire que dans tous les pays aujourd'hui, le plus vite possible, cette fausse excuse que l'entrepreneuriat a donnée pendant très longtemps en disant « je crée des emplois », je paye des impôts, donc pour payer les infirmières, pour payer les médecins, les pompiers, l'armée. Donc c'est normal que je pollue un petit peu parce que c'est le variable d'ajustement du business. Voilà. Bon, mais ça, sauf que ça, c'est plus acceptable parce qu'on a tellement pollué et la planète n'a jamais renvoyé une seule facture parce que finalement, le PIB, c'est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit. Eh bien ça, c'est inacceptable aujourd'hui de continuer dans un modèle où on est sur des modèles écocides et prédateurs. Donc, il faut changer le système comptable le plus vite possible. Et on pourra démontrer qu'on peut maintenir les trois capitaux qui ne se substituent pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas comme dans tout à l'heure. Je fais du business, donc je peux polluer un petit peu. Non, ce sont des trois capitaux qu'il faut maintenir au coût de maintien, mais sans substitualité. C'est ça qu'il faut mettre en place. Et on pourra se réconcilier avec une notion raisonnable du profit pour pouvoir investir et pour pouvoir aider aussi ceux qui ont besoin un petit peu de monter leur niveau de vie matériel, parce qu'on est quand même très très égoïste de dire, voilà, nous, pour réduire nos émissions, il faut que tout le monde se mette au régime au même temps sur certains types de dépenses, mais je pense que dans beaucoup de pays, ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'accès à l'eau et d'accès à l'assainissement, et ça pollue un petit peu pour mettre en place ce type d'infrastructure. Un petit mot, Flora, de réaction et de conclusion, puisque vous devez nous laisser par rapport à ce que vous avez entendu de Fabrice Bonifay. Moi, je suis tout à fait aligné avec ce qu'a dit Fabrice Bonifay, que je qualifie, pas directement, mais ce genre de profil dans mon livre, d'introvateurs. Les introvateurs, c'est ce que j'appelle des personnalités qui ont une capacité de leadership, une capacité d'action dans leurs entreprises et qui ont en même temps une conscience écologique forte. Autant avec notre interlocuteur précédent, c'est bien le profil. Voilà, autant avec notre interlocuteur précédent, on pouvait dire qu'on n'était pas exactement alignés et que ces solutions n'étaient pas forcément les bonnes. Là, évidemment, vous vous battez avec ce que vous avez et vous n'avez pas les clés du monde, malheureusement pour nous, parce que moi je suis alignée sur la vision. Donc, forcément, c'est une personne qui fait ce qu'elle peut à sa place. Voilà. Donc depuis tout à l'heure, on a tendance un peu à opposer les rôles. Est-ce qu'il faut être le militant sur le terrain? Est-ce qu'il faut être le responsable dans une entreprise de ces sujets? Est-ce qu'il faut être... il faut être tout, en fait. Là, en fait, il faut que chacun d'entre nous prenne son courage et sa responsabilité à deux mains. Est-ce qu'il faut être, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on est. Moi, je vais pas devenir la responsable qualité de Bouygues Télécom, mais à ma manière, je vais faire mes trucs. Et en fait, là, il y a du travail pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est assez réjouissant. Et c'est pour ça, j'en reviens à notre point de départ qui était est-ce qu'on peut parler de manière positive de la transition écologique. Moi, ça donne du sens, et d'ailleurs, ça lie aussi avec le travail, qui est le sujet de la table ronde. Moi, ça donne du sens à mon action professionnelle quotidienne. Je sens que je suis dans l'action personnellement, et à la fois, je mets mes compétences à moi, qui me sont propres, au service de ce combat. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous ici, et je pense que c'est ça l'objectif. Donc, l'enjeu, c'est certainement pas, et ça, c'est important, c'est certainement pas d'opposer qui fait quoi et qui fait bien. Moi, je reçois chaque semaine des messages de gens qui me reprochent de ne pas être une écolo parfaite. Alors effectivement, je ne suis pas une écolo parfaite. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai un iPhone dans la main. C'est des matériaux polluants. Enfin voilà, à plein d'égards. Personne ne l'est. Et donc l'enjeu, c'est d'arrêter d'être dans les mots. Si déjà on arrivait collectivement à ne pas être dans les mauvaises grilles de lecture sur les doux et les don'ts, les choses à faire et les choses à ne pas faire, alors on arriverait à se positionner dans ce que j'appelle régulièrement qui est les nouveaux pouvoirs de la transition écologique. On est très puissant. Quand la génération Greta est dans la rue, ils permettent au boss de Fabrice de comprendre peut-être un peu ce que Fabrice lui disait déjà depuis 10 ans. Toutes les graines qu'il a. Et tout ça est écosystémique. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Flora. Je vous libère. Merci à vous. Est-ce que vous voulez rester? Bravo. Et je vous conseille vivement son livre « Ma génération va changer le monde » qui est à la fois engagé mais surtout brillant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rester avec nous? Ou est-ce que vous voulez partir? Non, vous voulez rester avec nous. Daniel Kaplan, je me tourne vers vous. Merci, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Une réaction peut-être sur tout ce que vous entendez? Dans le débat précédent, je me situais assez carrément dans le camp de Camille. Et pour celles et ceux qui pensent que c'est triste, je vous invite à relire ou à lire, si vous n'en avez pas eu le bonheur, Les Feuillets d'hypnose de René Char. Et dedans, je ne sais pas le citer par cœur, hein, mais c'est des passages très courts. Il y a ce passage. Donc à ce moment-là, il est dans le maquis. Il risque sa vie, il perd des amis. Et il écrit à un moment, je ne devrais pas le dire, mais c'est le plus beau moment de ma vie. C'est-à-dire que la lutte, le combat, c'est pas nécessairement, même si c'est face à une situation extraordinairement grave, c'est pas nécessairement quelque chose de triste, et c'est aussi quelque chose dans quoi on apprend. C'est un travail, si on parle du travail. Qu'est-ce que Greta Thunberg a appris en un an où elle n'était pas à l'école? Des choses incroyables. Elle a appris à argumenter, elle a appris évidemment énormément de choses, non seulement sur le climat, mais sur la politique, sur l'économie, elle a appris à engueuler les puissants, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce que fait Camille, ce que font les Camilles. The Youth for Climate, pour ceux qui n'étaient pas là, puisque chez Youth for Climate, on s'appelle Camille. Imaginez de s'appeler toutes Camille, tous et toutes d'ailleurs, ce sont des constructions. Donc, ayant ça en tête, et une des choses sur lesquelles nous, on travaille dans le réseau Université de la Pluralité, dans lequel ce qui nous intéresse, nous, c'est l'exploration du rôle de l'imagination et des imaginaires pour explorer les transformations nécessaires et à venir. Une des choses dont on est convaincu aujourd'hui, c'est qu'il y a le contenu des récits, des images qu'on projette, mais que l'imagination, c'est une compétence, c'est une capacité. C'est une capacité qu'on sous-emploie, c'est une capacité qu'on sous-enseigne, c'est une capacité qu'on doit retrouver, parce que c'est celle qui nous permet d'être dans les combats qu'on va peut-être perdre, on va en perdre beaucoup, mais quand on est dans les combats, on est dans une action, on est dans une espérance, on est dans une construction, et donc il se passe quelque chose d'humain d'extraordinairement profond. Je pense que ce n'est pas facile tous les jours dans votre boîte, mais il n'empêche que je pense qu'en même temps, vous vous levez le matin plutôt énergisé, et ça doit être vrai de Camille aussi. Mais ça a l'air d'être une nature en même temps, ce côté énergisé mais quand même. C'est aussi parce que l'un comme l'autre, vous êtes habité par quelque chose. Et déjà, si ceci était possible et était plus largement
disponible quelque part, il se passerait quelque chose d'absolument fondamental. Alors après, on reviendra peut-être sur la question profit, etc. Mais pourquoi je suis résolument du côté de Camille dans cette histoire? C'est parce que... Mais on avait dit qu'on était dans un dialogue intergénérationnel, donc il n'y a pas de camp. Je ne suis pas d'accord. Je vais le dire quand même. D'autant qu'on regarde tous dans la même direction, chacun avec ses outils. Ce n'est pas celui de sa génération, c'est de ce qu'elle disait, de ce qu'elle affirmait. Le problème, c'est, je ne vais pas dire que j'ai son âge, j'ai pas son âge, donc c'est pas. Ça pas se voit. Voilà. Merci, c'est gentil. Mais en effet, ça devait se voir. C'est pas la question. C'est quand elle nous dit, quand elle nous donne ce chiffre-là, il y a celui-là où il y en a. Quand on dit, on se tonne 2 tonnes. 11 tonnes, 2 tonnes, vous faites tous les réglages techniques que vous voulez, vous ne passez pas de 11 tonnes à 2 tonnes. Vous parlez d'un autre monde. Et donc, ce qu'on va chercher, au fond, en passant par les imaginaires, c'est comment est-ce qu'on peut commencer à raconter cet autre monde. Et la première difficulté, et là je pense que Camille tombe dedans quand même aussi, c'est de se donner la possibilité de changer de référentiel. Quand on dit décroissance, on se positionne par rapport à la croissance. On se positionne par rapport à un référentiel en disant on va le quitter, mais en ayant du mal, et on a tous du mal. En fait, vous voulez dire que le repère nous contraint. Le repère nous contraint, même quand on le critique. Et bien sûr, il faut le critiquer. Mais quand on dit juste on décroît, ça veut dire que le point de mesure, c'est celui de la croissance. Alors, quelle alternative quand on n'a pas de repère? Ce qu'on va chercher dans la fiction, et c'est difficile, parce qu'en fait, on ne le trouve pas si facilement. Donc, comme le sujet, c'était le travail, j'avais plutôt été chercher là, mais on va ouvrir sur d'autres champs après, mais en effet, là, on reste sur le sujet du travail. Tout à fait. Quand on va chercher, dans un premier temps, dans la fiction, au fond, on retrouve un peu ces 2 manières de voir. Ce qu'on ne trouve pas dans la fiction, ou en tout cas que je n'ai pas trouvé plutôt, ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas du tout, c'est que je ne l'ai pas trouvé dans les références que j'ai moi, c'est l'idée d'un travail qui soit à la fois heureux, plein de sens, produisant des impacts très positifs, se déroulant dans des grandes organisations. Parce que ce que vous dites, c'est que les modèles qu'on peut trouver dans la fiction sont ceux qui nous permettent aussi de traduire si vous voulez dans changer certaines de cadre, formes il faut de faire modèles un acte d'action. d'imagination à un moment. Sinon, si vous appliquez, je viens aussi de la prospective, si vous appliquez les méthodes de la prospective habituelles en disant on va regarder des tendances, on va appliquer on va regarder des techniques, on va appliquer des équations, etc., vous restez dans un cadre institutionnel, un cadre philosophique, un cadre ontologique qui ne bouge pas. Le cadre 11 tonnes, 2 tonnes, c'est un cadre dans lequel tous nos repères vont bouger. Tous nos repères de ce qui constitue un mode de vie, ce que constitue une qualité de vie, ce que constitue une organisation, ce que constitue une institution. Cornelius Castoriadis disait qu'une société était un mélange entre des constructions très concrètes institutionnelles et des constructions symboliques et un imaginaire. Nous parlons d'une autre société qu'on ne sait pas encore décrire, et pour ça, effectivement, il y a besoin d'actes d'imagination. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on va les faire produire, ces actes d'imagination. On fait écrire. Comment on fait écrire. Qui des gens dans des entreprises, par exemple. On a aujourd'hui... Là, j'avais amené des petites fiches comme ça, mais c'était un travail qu'on avait fait sur le travail, où on essayait de faire écrire des gens dans des entreprises, dans des syndicats, dans des organisations nouvelles, comme des associations d'indépendants, etc., pour essayer d'imaginer... Des jeunes aussi aussi, il y a tous les âges dedans. Aujourd'hui, on va faire des choses avec des étudiants. On est une petite organisation, donc on fait avec les gens qui ont envie de faire. Mais on fait écrire, et on fait écrire avec l'aide d'artistes, c'est-à-dire on fait écrire avec des contraintes, parce que la contrainte narrative fait rentrer, c'est pour ça que je vous disais qu'on ne trouvait pas ces formes de travail dans les grandes organisations. La contrainte narrative vous oblige à une forme de cohérence. Vous l'avez tous vécu, et toutes, quand vous êtes devant une histoire et à un moment il y a un truc qui ne tient pas dans le scénario, c'est physique.
Ça va pas. Il y a une contradiction. Ça jure et vous le sentez physiquement. Et donc, on est des animaux qui savons construire des histoires et qui savons qu'il y a visiblement, en tout cas, ou qui sentons qu'il y a visiblement une incohérence narrative entre l'idée grande organisation ou grand système complexe de petites organisations, c'est la même chose, et un travail heureux, plein de sens et avec des impacts positifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il va falloir inventer autre chose à terme. Ce n'est pas pour ça que les efforts qui sont menés par Fabrice sont inutiles. C'est sur le chemin, il y a ça, et il y a la contestation radicale portée par Camille. Parce que vraisemblablement, et ce qu'on commence à trouver dans les histoires, je vous ai pris quelques-unes des figures qu'on voit arriver dans les histoires, ce qu'on commence à trouver dans des histoires... Dans les histoires qu'on voit quoi? Dans les narrations, dans les scénarios, dans ce qui les histoires que produisent les gens qu'on a, que vous avez fait travailler sur un projet qui s'appelait Work Plus sur le travail, sur un projet qui existe aujourd'hui, qui mobilise une bonne cinquantaine de petites et grandes entreprises, qui s'appelle l'entreprise qui vient. C'est des formules un peu différentes qui sortent justement de l'opposition. On en sort par la techno, on en sort par le dé quelque chose, même si à la fin on est dans des métabolismes qui sont très nettement inférieurs à ceux d'aujourd'hui. C'est la question de savoir par exemple qu'est-ce qui sort, quelles sont des activités qui sortent de la sphère marchande. Il y a sans doute des activités qui sont essentielles, mais qui doivent être démarchandisées, alors que la tendance est plutôt à l'inverse aujourd'hui. Par exemple, on le trouve assez fortement dans nos histoires autour des questions de solidarité, d'attention ou de choses comme ça. Démarchandisées, peut-être déprofessionnalisées. Il y a des choses que vraisemblablement il faudra arrêter, ou qui s'arrêteront toutes seules d'ailleurs. C'est pas moi qui travaille là-dessus, mais il y a plusieurs groupes qui travaillent aujourd'hui avec les stations de ski de moyenne montagne. Et en tout cas, la question d'arrêter les canons à neige, oui, ça fait partie du sujet. Mais qu'est-ce que c'est du coup que ces endroits entièrement artificialisés, que deviennent-ils? Comment peut-on les réimaginer? Comment les gens qui habitent là, qui en vivent, peuvent essayer de les réimaginer? Oui, parce qu'en fait, le sujet de l'imaginaire, et on va poursuivre sur le sujet un petit peu plus longuement ensemble en faisant intervenir nos prochains invités, c'est de se dire qu'à partir du moment où on change de modèle, on sait ce qu'on arrête, mais qu'est-ce qu'on dessine? Et ça, c'est difficile. Et le but n'est pas, quand je parlais d'une compétence... Sauf si on s'inscrit dans une continuité, mais c'est ce que vous ne voulez pas, la continuité. Donc c'est trouver mais le but n'est pas, par contre, de dire... Ok, mais alors, en fait, on va vous donner le récit à consommer, vous n'avez plus qu'à adhérer. Ce qui me passionne dans ce que font les Camilles, c'est l'engagement, c'est le fait qu'elles vont l'écrire, elles vont les écrire, elles vont même pas forcément être d'accord sur le monde. Et en fait, c'est pour ça que qu'on s'appelle l'université de la pluralité. Hein, c'est qu'on pense que la question n'est pas de trouver le bon récit auquel on va tous et toutes adhérer. On a essayé ça plusieurs fois au XXe siècle, ça s'est moyennement passé. C'est plutôt d'être en capacité, à plusieurs, de construire des récits qui commencent à fonctionner et de déplacer le débat public autour de ces récits. Je vous prends un dernier exemple qui peut être quelque chose d'intéressant. Si vous dites aux gens, baissez vos niveaux de vie, c'est sûr que tel que dans les références actuelles, c'est pas facile à vendre. Si vous dites aux gens, en fait, il faut changer de rythme, il faut baisser les rythmes, vous trouvez plus de gens que vous convainquez. Et il y a des histoires très intéressantes autour de la baisse de rythme. Je pense à un bouquin, je termine par ça, ça s'appelle New York 2140, qui imagine New York recouverte, en partie recouverte par la mer. Alors, c'est 2140, 15 mètres de montée des mers, c'est pas vraiment comme ça va monter de 15 mètres, mais c'est pas grave, c'est un travail de fiction. Avec plein de choses très intéressantes. En même temps, du coup, c'est devenu une Venise, il y a de la spéculation immobilière parce que c'est trop cool et tout ça. Mais en même temps, vous avez des formes de déplacement en bateau ou des gens qui vivent dans des dirigeables. Donc du coup, on se déplace un peu comme on flotte. On se déplace surtout très lentement et on fait plein de choses dans ce déplacement. On vit dans le déplacement. On retrouve des formes nomades qui ne sont pas celles du nomade d'aujourd'hui, qui va à toute vitesse en avion d'un endroit international à un endroit international. Ça, c'est pas le nomade.
je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais on retrouve des formes nomades. Donc, ça, et quand on lit quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il a raison ou pas. On s'en fout d'ailleurs de savoir s'il a raison ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas que moins, c'est quelque chose d'autre qui s'est cherché. Et je pense qu'il y a vraiment matière à utiliser des formes de ce type-là pour justement aider les gens, chacun et chacune d'entre nous, à imaginer ces autres choses et ensuite à se mettre en route pour essayer d'en faire advenir quelques-unes. Bah, écoutez, merci infiniment en tous les cas pour ces échanges. On va s'arrêter sur ce temps de réflexion sur la valeur du travail avec cette vision un peu kaléidoscope qu'on a abordée jusqu'à maintenant et on va poursuivre nos échanges un petit peu dans la lignée, vous pouvez rester si vous le souhaitez, dans la lignée, Daniel Kaplan, de ce que vous avez commencé à engager dans la réflexion sur, parmi ces valeurs qui comptent de demain, qu'est-ce qui va compter demain? On a parlé de la valeur de la donnée, là on vient de parler de la valeur du travail, comment on fait pour conjuguer travail et enjeu environnemental. Et bien maintenant, on va aborder la question de la valeur de l'imaginaire. Matrioche.